Bonjour chers internautes de IGFM. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. El Hadj Mamadou Diao, inspecteur des impôts et responsable politique de l'APR à Kolda. Bonjour M. Diao. Oui, bonjour Arona et je salue les internautes qui peuvent nous suivre à travers votre émission. Ok, M. Diao, avant-hier, des responsables politiques de l'APR se sont distingués de manière pas du tout glorieuse pour votre parti en sortant des pistolets, notamment à Matam. Vous, en tant que responsable politique de l'APR, comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Mais voilà, personne ne peut s'en réjouir dans tous les cas. Pour la bonne et simple raison que ces violences verbales comme physiques maintenant peuvent donner une autre image de notre parti aux Sénégalais. Et la citoyenneté sénégalaise est assez forte pour qu'on puisse nous tourner le dos plus vite que prévu. Donc faisons attention à ça. C'est des violences qui peuvent s'expliquer mais qui ne peuvent pas être tolérées. Elles peuvent s'expliquer parce qu'à l'intérieur même du parti, il y a aujourd'hui une bataille de légitimistes qui ne voudront pas que le parti grandisse. Bon, c'est ce qui va être dommageable peut-être certainement si on suit leur logique pour la réélection du président de la République. L'approche voudrait qu'on comprenne qu'on a pu avoir au premier tour avec toute la coalition qui avait entouré le candidat Macky Sall 25% de l'électorat sénégalais. Même si tout allait très bien, il n'est pas évident de pouvoir chercher un électorat de 25%, sauf dans les autres partis politiques. C'est cette politique de massification qui a pu amener l'adhésion de nouvelles personnes au niveau du parti et qui a comme corollaire justement la naissance de tensions internes au niveau du parti. Même s'il y a des raisons historiques qui peuvent expliquer que dans la vie politique des partis au Sénégal, les rivalités vraies naissent en fait et grandissent au sein des partis au pouvoir, il est plus important de pouvoir se ressaisir et d'aller à l'essentiel. Notre président de la République est revenu de France auréolé de gloire et il a lancé un appel au travail aux Sénégalais. Nous ne devons pas être les premiers à répondre par la négative. Et cette bagarre, cette ambiance de rivalité inutile que les responsables de l'APR sont en train de mettre sur le terrain tous les jours ne peuvent pas inciter les Sénégalais à nous faire confiance et à adopter le culte du travail tel que voulu par le président de la République. Mais je pense que normalement les instances supérieures du parti doivent pouvoir se saisir de cette question et oser trancher les débats une bonne fois, au besoin en adoptant des sanctions positives ou négatives selon les cas. Ah, d'accord. Okay. Mais vous êtes responsable politique à Kolda, la Casamance naturelle de façon générale. Le chef de l'État va se rendre très prochainement dans cette partie sud du pays pour lancer officiellement les pôles régionaux de développement. La Casamance a donc bénéficié d'un financement de 20 milliards dans ce sens. Que pensez-vous de cette initiative, M. Diao? D'accord. Sur la crise casamançaise, ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui on parle davantage des revendications politiques et on oublie que dans la genèse, les vraies raisons de la crise casamançaise sont d'ordre économique et on avait pensé à une injustice du fait des autochtones qui ne pouvaient pas avoir accès soit aux fonciers, soit aux différentes commodités qu'il y avait pour permettre le développement du pays. Bon, ça a amené des frustrations et ce sont les frustrations économiques qui ont créé les premières manifestations de la crise. Naturellement, après on habille un problème en lui donnant un cadre politique et une base juridique. Bon, mais toujours est-il que depuis l'accession à la magistrature suprême de M. Macky Sall, des réflexions sont menées. Nous avons tenu un symposium au mois de février 2012 au CCS et ce qu'il en était ressorti, c'est que il faudrait qu'il y ait une jonction des efforts politiques avec les efforts économiques pour sortir de la Casamance de la situation de ni paix ni guerre dans laquelle on est en train de nous voir aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est bon de constater qu'outre maintenant le pont sur la Transgambienne qui va davantage renouer avec le sentiment de sénégalité des populations casamançaises et outre les grands financements qui sont attendus avec le Conseil des ministres décentralisé, le premier qui s'est tenu à Ziguinchor qui a annoncé une enveloppe de 300 milliards, le deuxième à Kolda au courant du mois d'avril de 200 milliards et éventuellement le dernier qui va venir pour la région de Sédhiou et qui est prévu pour bientôt. On envisage donc pour la période de la première législature du président de la République au moins un montant de 700 milliards à investir dans le secteur économique, social, culturel, sportif, etc. de la Casamance. Il s'y ajoute que le regard particulier que le président de la République a sur la Casamance fait que toutes les démarches sont en train d'être faites, mais sans folklore et sans grand bruit. C'est ça qui me réconforte pour penser que, comme nous autres les Casamancés, nous le souhaitons,
c'est qu'on doit pouvoir mettre en avant les avantages économiques plutôt que de penser à une solution politique. Le lancement du pôle Casamance obéit à cette même logique. Parce que je n'accepterai pas qu'on dénie à ce pôle Casamance une ambition quelconque, parce qu'en réalité c'est un pôle qui est réaliste. Vous savez, avant de penser avion, avant de penser train, penser vélo chez nous. Donc si on parle dans ce pôle Casamance de désenclavement des zones rurales, de soutien à la riziculture, notamment en direction des jeunes et des femmes, et donc de politique, donc de communication entre ces différentes localités, en réalité on a ciblé des problèmes particuliers qui peuvent créer la communication entre les différentes composantes des régions naturelles de la Casamance et qui peuvent être un acte de plus. C'est pourquoi je m'en réjouis vivement et je souhaite d'ailleurs même que les populations casamancaises confortent le président de la République dans sa démarche qui voudrait qu'en réalité l'économie soit le vrai prétexte pour créer les conditions d'un retour définitif de la paix en Casamance. Certes, c'est un projet de développement, mais on ne peut pas quand même enlever à ce projet des soubassement politique. Parce qu'il va faire le lancement à la veille des élections locales. Si on sait que la Casamance, notamment Ziguinchor, est jusqu'à présent entre les mains de l'opposition, pour ne pas nommer le maire de la Baldé. Vous savez, le tout temps, on a voulu définir les visites d'un président de la République dans les régions comme des tournées économiques, mais qui ont un soubassement politique. Je n'accepte pas cette démarche-là. Pour la bonne et simple raison qu'il a déjà été à Ziguinchor avant et on avait invoqué les mêmes motifs, il n'y avait pas une élection à l'approche, peut-être même les législatives de juillet, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, la Casamance a la particularité d'être une région homogène. Diversité culturelle, diversité ethnique, mais au moins homogénéité dans les relations qu'il y a entre les populations locales. Et homogénéité du cadre économique dans lequel on est en train de mouvoir à l'intérieur de ces trois régions que sont Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Donc, lancer à titre expérimental le pôle économique dans la région sud permet peut-être d'avoir tout de suite plus de succès qu'on ne pouvait avoir dans d'autres régions. Je pense que c'est ce qui motive plutôt les experts qui ont poussé le président de la République à s'intéresser en priorité à la Casamance. Il s'y ajoute que naturellement, quand on pense qu'une région est lésée et quand les enfants de cette région pensent qu'ils ont été lésés dans le processus de développement d'un pays, il faudrait qu'on en ait un regard particulier et qu'on ait le courage de donner plus à cette région qu'à d'autres régions. Ok. Donc, est-ce que vous pensez que cette manne financière est suffisante pour faire développer cette région que vous qualifiez d'une région lésée? Je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les 23 milliards du pôle économique de la Casamance qui sont importants. Ce qui est important, c'est d'abord les deux conseils des ministres qui ont été tenus dans la région de Ziguinchor, qui font 500 milliards et éventuellement le dernier conseil qui va se tenir à Sédhiou. On va avoisiner 700 milliards rien que pour la Casamance naturelle. Outre les autres projets qui sont en train d'être déroulés avec l'État du Sénégal et les partenaires économiques et financiers. Mais le pôle économique touche une partie qui est en général laissée dans les grands projets de développement. C'est les populations rurales, c'est les jeunes et les femmes qui n'ont pas accès au travail comme il se devait. Donc relancer la filière de la riziculture, créer les moyens de communication entre populations rurales par le biais de plus de production, ça c'est une autre façon de voir le développement et qui est plus endogène d'ailleurs que les grands axes dont on peut parler. Vous pouvez avoir une route qui reliera Dakar à Ziguinchor, mais si la production est à 30 km de Ziguinchor et qu'on ne peut pas y accéder par une voie ou par au moins une piste bitumée, il est inutile. Donc le goudron devient inutile. Le goudron qui arrive à Ziguinchor devient inutile dès lors qu'on ne peut pas accéder vers ces zones-là. Alors, est-ce que pensez-vous que cette initiative pourrait aider à un retour définitif de la paix en Casamance? Je n'ai pas vu une frange des populations du Sénégal qui refuse le processus de paix. Il fallait savoir prendre ça par le bon bout, sans folklore, sans mettre sur la place publique tout ce qui est en train de se faire. Et vous avez pu voir que beaucoup de présidents de la République ont vécu cette crise sans pour autant avoir des contacts aussi sérieux que n'a pu en avoir le président Macky Sall. Cela signifie qu'il y a une démarche sérieuse qui est faite en bas et dont les fruits seront connus au fur et à mesure. Mais il fallait que l'État du Sénégal donne des gages au fils de la Casamance en montrant que le vrai problème qu'il y avait, c'est-à-dire le problème économique,
va trouver des solutions avec le président de la République. Et c'est sur cette base-là, et sur la base de la décrispation des rapports qui étaient un peu tendus entre le gouvernement et les fractions rebelles, qu'on parviendra à une paix définitive. Moi, j'ai espoir. Vous avez espoir. Donc, le président Macky Sall a récemment rencontré Salif Sadio. Le chef rebelle qui serait prêt à négocier. Est-ce que vous partagez cette proposition de trouver une solution définitive à la paix en Casamance? On ne peut pas parler aujourd'hui du processus de paix sans voir les différentes parties au conflit. Si Salif Sadio est un élément au conflit, naturellement, il faudrait qu'on puisse l'associer au processus de réflexion. Et je m'en réjouis. Il faut oser rencontrer un adversaire, quel qu'il soit, rencontrer même un fractionniste, ne lui donne pas la légitimité qu'on peut penser. Mais puisque c'est un interlocuteur indispensable dans la résolution de la crise, il faut bien aller vers ces personnes-là. Même du vivant de l'abbé Diamacoune Senghor, différentes tentatives ont été menées avec lui, mais tant que les factions armées n'étaient pas associées au processus, on avait du mal à pouvoir déterminer une piste de solution sérieuse. Aujourd'hui, qu'on parle directement avec les combattants armés, aujourd'hui que les différentes démarches à faire sur le plan économique sont en train d'être faites, on peut aboutir à une paix plus vite que l'on ne pense. Ok, donc une dernière question d'actualité, c'est le rapport de la CNRI, où Mbogo et compagnie ont été attaqués par une bonne phase des responsables j'allais dire libéraux, mais de la paix plutôt. Mais vous, est-ce que vous partagez ces critiques? Pensez-vous que Mbogo et compagnie ont outrepassé les missions qu'on leur avait assignées? Vous savez, dans le cadre de l'évaluation d'un travail, quand on donne 18 sur 20, les mauvais esprits vont dire que c'est bon parce qu'il reste 2 points. En réalité, c'est un peu ça. Sur le plan légal, la CNRI dispose de toute la légalité qu'il faut pour travailler sur cette question. Mais la CNRI n'est pas plus légitime que les autres franges de la société sénégalaise pour pouvoir penser à leur place. Mais la lecture que j'en ai faite, c'est que d'abord, ils ont outrepassé leurs prérogatives. On peut concevoir un projet de constitution en s'arrêtant au grand principe. Édicter un principe, je vous donne un cas simple, on peut édicter dans les principes qu'on peut limiter le nombre de mandats, mais ce n'est pas la peine que ces experts puissent dire nous allons les limiter à 2 ou plutôt à 3 ou à 4. Ce n'est pas ça la question. Donc il fallait poser les principes du non-cumul, poser les principes de l'éligibilité, poser les principes de la séparation des pouvoirs tels qu'on le conçoit, mais ne pas entrer dans les détails. Et c'est en ça que c'est problématique. Je considère que la CNRI, dans certains aspects, est trop allée dans les détails. Je vous donne un cas simple. Je ne vois pas pourquoi une constitution doit régir les rapports qui permettent en fait la nomination au poste administratif. Est-ce que nous n'allons pas bloquer le processus, même la marche du pays, si on demande à ce que même pour les postes administratifs à pourvoir qu'il y ait un appel à candidature? Et ça ne se fait nulle part. On dirait qu'ils ont une vision idéaliste du Sénégal qu'ils veulent appliquer et qui n'a rien à voir avec nos réalités. Collons-nous à ce qui peut être important. Nous avons eu la chance de connaître 2 grandes constitutions, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas connu d'obstacles qui empêchent le Sénégal de marcher normalement. Ce qu'il y a, c'est qu'on cherche à améliorer. Pour améliorer, on doit pouvoir édicter les grands principes. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand des personnes averties émettent des critiques par rapport au travail d'autres personnes averties, on considère qu'on est contre. Moi, je suis citoyen sénégalais. Je suis intéressé par ce qui est en train d'être fait. Mais je ne suis pas d'accord, par exemple, qu'une constitution règle un problème qui est survenu dans le régime précédent. Parce que quand on parle d'une absence, d'une inéligibilité d'un proche d'un président actuel, c'est comme si on réglait le problème qu'il y a eu dans la succession entre Abdoulaye Wade et la succession supposée qu'il devait y avoir entre Maître Abdoulaye Wade et son fils Karim. On ne légifère pas pour régler un problème ponctuel. On doit pouvoir poser des principes pour l'avenir. Moi, je salue le travail qu'ils ont fait, mais j'aime bien la formule de Moussa Bagnas pour dire que ce n'est ni la Bible ni le Coran. Et qu'un bon texte, un texte quel qu'il soit, est susceptible d'être amendé pour pouvoir prendre en compte les préoccupations de tout le monde. Je ne suis pas d'accord sur certaines grandes questions. On peut poser, je vous donne un cas simple, sur le principe du non-cumul. Posons le principe du non-cumul. Mais n'allons pas plus loin pour dire qu'il est possible qu'on dise tout de suite que le poste de député n'est pas cumulable avec celui de maire. Laissons maintenant peut-être l'instance qui va regrouper toutes les sensibilités politiques sénégalaises trancher des questions comme celle-là. Merci M. Diao. Merci à vous. Je rappelle à nos internautes que vous étiez l'invité de la relation avec le groupe Futimera, GFM.5. Vous êtes inspecteur des impôts, responsable politique de la paix à Kolda. Merci.